J'ai la redoutable position d'être après toi. Ben, voilà, vous allez avoir ce qu'on appelle la diversité de la poésie, trois voix différentes. Et moi, je vais vous lire un livre qui vient juste de sortir, qui s'appelle Envisager. Et le titre complet, c'est Envisager sous les portraits de Gilbert Pastor. Je vous les ferai voir tout à l'heure. Ce sont des portraits d'un peintre que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai déjà travaillé de nombreuses fois. Entre autres, un livre que nous avons fait qui s'appelle Chambre intérieure. Je vous lirai la quatrième de couverture au début parce que ça introduit un peu le livre. C'est un livre qui est, je ne sais plus, en 12-13 passages où une autre personne a présenté ça comme des chants. Effectivement, ce sont à peu près des chants, qui est une tentative de rentrer à l'intérieur, de passer sous le visage de quelqu'un, ou envisager, comme déménager, essayer, enfin c'est passer sous le visage de quelqu'un, et particulièrement dans les portraits de Gilbert. Et si on passe à l'intérieur, je vous le dis quand même parce que vous allez l'entendre, il y a une multitude de voix, je veux dire la voix sonore, qui se lèvent, qui se mettent à parler, et vous allez en entendre quelques-unes. Mais je vais vous lire quand même la quatrième de couverture. On ne peut pas faire face à une peinture. Avec elle, le vis-à-vis est impossible, inutile, chacun restant sur ses positions. Si le désir d'aller plus loin grandit, une seule solution, le plongeon. Ce que je fis dès ma première rencontre avec les peintures et dessins de Gilbert Pastor. Il me montra ce qu'il appelait des intérieurs, chambres où des personnages indistincts passaient ou stagnaient, on ne savait pas trop, femmes ou hommes ou enfants ou... Tout ça m'appelait, et sans hésiter, j'entrai aussitôt dans cette chambre intérieure qui allait constituer notre premier livre aux éditions 1 en 1996. Sachant mes interrogations perpétuelles sur les visages, Gilbert Pastor me proposa de réitérer l'aventure en accomplissant un deuxième essayage, cette fois-ci sous ses portraits. Envisager étant peut-être la seule façon de sentir ce qui bouge sous un visage. Je me glissai en eux. Habités, nous le sommes, d'arrière, et nous, devant, seuls, parlant pour la meute, ses prétendants. Peut-être est-ce folie de vouloir aller en dessous, de faire remonter tous ces peuples dans sa voix. Les peintures, les dessins de Gilbert Pastor me semblent jamais bruire et appliquent un silence étal. Pourtant, un seul essayage suffit pour les envisager. Aucune sortie possible, aucune, sans visage, sans envisager sur le champ, ici ou là, avant même, circulant toujours entre, tenu d'un trait à l'autre. Non pas montagne ou fleuve, mais couverture et couture partout. Nuit arrière, yeux adossés, ne peuvent tomber. De l'autre côté, 360 degrés. Qui a dit que l'affaire était fixée à sa chose et ne pouvait en changer. Répète pour confirmer. Une pour tenir, l'autre pour voir, vue tenue d'un bord à l'autre, et toujours va-et-vient, tenu pour lâcher pour tenir, et encore, répète pour confirmer. Firmer où? Ici? Si, non, si, élastique, dont tac, dont trait, répète pour confirmer. Calme, ne peut sortir hors, mais en dessous, ça pousse, cherche, là veut plus, ici moins, agitation, répète pour confirmer, ne peut pas garder
gardé visage du soir au matin, même identique. Ici, contraction, tenue, là-bas, vide, atone et lâche, qui parle de traits, supposé devant et enlevé dessous, fil, fil, élastique, tirant, tirant et reprise, retour, doigt sur la couture, pas quitter, interdit, ici ou là, au trait se doit, dans, sur, te tiens, fil à fil serré, nœud, enfin, nœud, étouffe ici, élargir, oui, élargir, multipliant, subdivisant, pellicule, paroi, gonflement interne, point comme relance, tirant et tirant sur petite surface jusqu'à grumeaux et nodus, limitant, ainsi prétendant, pris sous la capote, comme l'impossible est rassurant, porteur, une fois fixé, logé, ça repeuple, pousse à l'habillage, et de bouger selon ses manches sont tombées. Cause toujours, enceint du moindre objet, cherchant nid ou couvé, parturiant, corné, fermé, Patrice à l'air, aux 4 vents, ne peut rester raquet, ainsi plié, propret, tournerait, invaginé, voyage, nemant de visage, bobine, rouleau, sans fin, ici, montagne, grande, trop grande, stoppage, ourlet, immédiat, étendue, vaste, changement de tissu, rabat, surjet, poche à minuscule, pièce au reste, costume taillé, on peut enfin se glisser, trouver manche ou bouger. Mien pas assez large, cherche vis-à-vis franc, famille d'accueil et non lignée venant à l'oreille quaimant des yeux bouche pour s'installer, est franchi, jetant devant étoffe proche ou éloignée, aussitôt petit cousin, cousine par pied, cuisse ou aile du nez, copulent plus avant, parentèle et ridelle, pierre de cou, je te tiens, tu me tiens, veux me membrer seul, enfilant courte pointe, fermeture, pression et doublure à l'envers, au derme du voyage, veut ouvrir, perdant bourre et crin et vider, puis d'encastre de famille, de répondant que trou ou ne voit pas, immédiat, vessie pour lanterne, entrée pour sortie, multitude génétique fourrée là, ne pas me aspirer, trou appel, pierre, montagne, cohorte, menton pour l'un, front pour l'autre, nez refilé, yeux arrachés, bouche dessus, dessous, s'essayant à bec de lierre, pique, trompe, suçoir, alvéole, course avec tout tir affermi à fond, au fond jusqu'au cri, ne peut m'envisager ainsi, passe un nuage, orbite, nez, bouche, inchangée, toujours là, cousin ou étranger, mais qui confirme? Me souviens d'un ami peintre faisant remonter n'importe où visage, corps entier par voile, toile vierge, papier blanc immaculé. Sont partout qui demandent veulent extraction, surface ou loger. Précipité à main attendue et plongé en cire, pigment, jus mélangé avec essence de térébenthine pour fond, épaisseur où se former à courir.
fils de mère, d'un bras, d'une fesse au trou, là-bas, poussé par vide, entre en appel d'air, gravide, sitôt touché, torché, en couche et sous-couche, jeté avant toute pullule d'arrière, arrière, gercé sur un ou deux, remonté à bloc, allant coucher ce gésir sur papier sensible, au crayon, chiffon frotté, gomme pour les autres, repoussé ou gris, au fond, fissure, ô visage que remplissent yeux portés devant par multitude pressée, voulant visage, faisant nez pour respirer, bouche pour parler, devant scène, où ce qu'on en est quand on y est? Est-ce visage ou trou recalfeutré devant nous? Sommes plusieurs à venir ici à replonger comme si trou contenait tout. Tout ça qui passe veut logement, mais logement, lui répondit, et contenant, comptant, continent en lieu sûr, mais sûr et sûr, ce que sont pas beaucoup plus. Tous venant se lâcher dans trou, faisant visage de tout, le tout collé et monté en place mienne, plastronné sur trou béé, bel et bien raccordé, n'est que au bout, et vis-à-vis, membré d'avec peu vrai à peu frais, et après que dalle, en prêt, sans intérêt, qui disent, mais vite agio, adiova, enfin oui, suis à ramonage, assuré de moi à découvert sans peau à l'air. Voudrais bien te voir par mon partu, et pas tordu ci ou là, parturiant autre, mais nôtre, et c'est de maître, et non maître à tous, et talons copulents copiant mesurette du pouce du pied, avec talonnette pour rehausser, pousser du col, te doigt de plus, poussant dru du tu, place venue, tienne et mon filetière décousu, bobine défaite à leur couture, veux pas que tous te fendissent de bas en haut pour se mettre au trou, et suite de fil en aiguille te chasse aussi par bonde filière, fils de mes deux et eux pendus au parti, pis, tenant dragée haute, vidant parent, moraine et conduit par conduit bas et balai de crin, nique, chassion chair de ta chair avec ovaire, mère, sauté en sautoir, tout ça pour ta poire, foirée, ouverte, envers et contre le tous, au champ limogé d'un jet pour ta gueule. Patrie, patrier, pas crier, te doigt de doigt même, et tout le sang frusquin, pour nous remonter au trou premier d'un point ferme, à terre méchue, loué soit venu, quand famille et pain fendu feront dessus gueule d'ange, coupé, partagé en descendance ascendance, niché à deux, en bête à deux dos, dans l'anse tenue par soi, tué. Écoute, je suis de la lignée, pas dehors, mais fourré dents par milliers, somme à tenir trait par voie rectale ou faciale comblée. Si ajouter encore vœu, fait ton marché, à bon aspirant, aspirer, lui feront passe, filière, mélanger nôtre sans coopérer, soit par le tout venant frappant à ta porte. Charabia, charabia, respire à fond, me remonte, dis n'importe quoi. Ne peut pas coller à la langue, va auprès plus pressé, mais vient de loin. Mais veux, mon Dieu, qu'on vient de loin. À chaque mot, sommes devant, derrière, dessous, dessus, sautant, ouvert, ou bourrant tête dès que glisser t'en prend un max, sans vider ornière et sans sous-ventrière. Tapis, tapissé, sitôt dit, sans nous, t'en as pas. Tais-toi. Finiront par s'épuiser. Rigolo, silence meule, meuble, crassant gros grain, poussant fiole, affelé, avélé, voiche, veau, bridant, bourticule, par brouetté, bourrant, caboche, tirelire et peau percée, crevant, plancher, pelvien et poche poussée, apissé partout. Coton, coton! Casque audio, musique à fond, plus une seule voix. Visage, visage à présent des troupeaux, les uns dans
ne veulent me perdre. Contracte, vise un seul, le premier qui. Oh, monsieur cherche sire primordial avec Roi intact immaculé, où avant soit glissé Villevrin en sa membracule, fraché par cris poussés, créant visage encore saigneux, merde gouffré par force air, chirant voile, poumon pour déposer 6 graines, velant voix en son fermoir baptisé, sortir, externes sont nombreux, avec hache, masse dure, cherchant accident pour écraser, couper en deux, bouscule et bondage, tirant peau et os sur bois, sur pierre, se filiant, sur skise ou poutré par saillance, troué selon mâle ou femelle. Je voulais la fin. Ne sais plus. Me présente à mon tour, nu, organe à l'air. Aucune attaque. Autour, commerce habituel. Ciel glisse, eau effarée, course de pierre, voyage d'arbres. Attendez-moi. Rire au comptoir. Trop de bruit interne, aucune majorité nette, aucun point de vue. Vêtements réenfilés, longue station, ni contenu, ni contenant, situation inchangée. Soudain, couteau. Action rapide, lame précise, lèvres ouvertes, sang abonde, j'écarte, déjà tampon et cicatrice, nouvel effort, nouvelle entaille, plus profonde, inutile, reprise de peau. Calme, faux calme, sur la table, poire mûre, jambes renversées, sein à l'air, chambre d'hôte et bourdon fringant, fouille, me suis déboutonné parmi les fruits et attendu des heures entières enduits de sucre, cuisse ouverte, rien, aucune visite. À côté, copule de plus belle, colonne de plus en plus dense, plus loin de même, eau palpée par solide, pierre retournée, jouisse à grand bruit, non pas dans la bouche, et retournée peau à mon tour, geste rapide, salière renversée, main blessée, sens agiste, sel profond, augmentation de main, coup de pied, ventre bouge, perte des os, tête jetée dans le trou, pas assez large, un pied, une jambe entre, trop large, un pied, une jambe s'enfile, aussitôt matrice souple, tronc et membres nagent, fil arraché, cordon sectionné, cherche tenaille, col fermé, dilate encore, agrafe saute, ovaire emporté, ventre de poisson à contre-courant, ampoule éclate, écarteur et marteau rapide, main se glisse, suivi par 1000, remontée rapide, massacre de voix, femmes et enfants confondus, siphon, broyeur, soudain contre-attaque, empoignade, étranglement, amande, régurgitée, source aussi, recollée au trou, suivent bras et cuisses, poings profonds, coton entre les dents, anesthésie générale, bouchon, sphincter, affaire close, un partout. On peut voir les tableaux? Ouais. Les tableaux. Bah, je vais vous le passer, hein, c'est plus...
Parce que de loin, je ne sais pas si on les voit. Ils sont tout au début, hein, vous allez voir. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez répondre à des questions de la salle C'est cool. Si vous pouvez. Oui, je vois Gabriel est d'accord. T'as un micro? C'est un grand travail de préparation pour la lecture, là. En fait, c'est la deuxième fois que je lis, mais j'ai jamais lu en intégrale. J'ai jamais lu en intégrale le texte. Ouais. Oui, il faudrait la préparer plus que ça parce que j'accroche, tu vois, encore. Mais oui, enfin les voix, oui, cette voix un peu. En fait, c'est pas une voix paysanne. J'ai découvert il y a quelques années, tu dois connaître Eugène Grimm, tu sais, c'est un metteur en scène qui a essayé de voir comment on lisait au tout début du XVIIe siècle, à l'époque baroque, tu vois. Et alors, on parlait avec les... Mais je le fais très mal parce qu'il faudrait vraiment que je prenne des cours. C'est-à-dire, on dit les S, on dit les RE, tu vois. Bon, il faudrait que j'apprenne à faire ça, ce que je vais essayer de faire. Et donc, il faudrait que je lise un peu moins rapidement parce que là, je bouffe un peu les mots. Mais c'était fait un peu de... C'était mieux... Pourquoi c'est venu comme ça? C'est que je trouvais que je trouve que la langue française est extrêmement un drapé trop fluide. Au niveau sonore, ça glissait trop. Et c'est vrai qu'on peut lui donner des torgnoles à cette langue. Et en écoutant ça, c'est pas que je voulais imiter, tu vois, mais je trouvais que ça donnait un côté un peu rocailleux, un peu épais à la langue. Et je me suis dit, tiens, mes ancêtres qui devaient en fait parler corse ou italien, les miens, mais je me suis dit, ça fait ancêtre, c'est copieux, tu vois, c'est lourd, ça va aller comme son. Et tu es parti du travail de Gilbert Pasteur ou c'est une coïncidence? Non, je suis vraiment parti du travail de Gilbert Pasteur, mais c'était mieux. Comme j'avais fait la chambre intérieure, je me suis parti de cette aventure-là, parce que c'est Gilbert qui m'avait demandé de faire un livre à partir de ses portraits. Mais très vite, je me suis rentré dans effectivement de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire... je ne voulais pas du tout décrire les tableaux, ça m'emmerdait profondément. Je ne vois pas l'intérêt de décrire un tableau dans un texte. On voit le tableau, quoi, ou la peinture. Mais l'idée d'envisager, tu vois, cette idée-là de passer sous les visages, qui sont donc des essayages, qui est le prochain livre, ça soulevait effectivement la venue de choses qui sont peut-être les voies internes, tu vois. Puis bon, mon métier, je travaille en psychiatrie, donc j'écoute souvent des personnes délirées, donc effectivement, il y a de ça aussi dans ce texte-là, quoi. Il y a des voix délirantes. Elles ne sont pas si délirantes que ça, finalement, parce qu'elles déplacent un matériel important, mais en fait, elles disent toutes la même chose. La difficulté, c'est de pouvoir traduire en fait ces sonorités-là en écriture. Parce que quand on lit le livre, on n'a pas du tout Non, c'est vrai. Jean-Louis qui dit. Ouais. Donc là, il y a la trahison quelque part. Parce que traduction différente en fait. Non, dans le passage où le personnage a cette voix-là, non, il y a un travail sur la langue
écrite. Bon, il n'y a pas l'accent, quoi, mais ça, l'accent, il peut pas être marqué. Hein, je sais pas. On peut mettre un accent. Ben, à l'écrit, Oui. un typo. Oui. Bah, c'est difficile, oui. Ouais, ouais. C'est une question de médium. Ouais. Hein. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que Ouais, je suis d'accord. le texte écrit, typographié dans le livre, et le texte lu Mhm. par son auteur, de préférence. Enfin, c'est deux textes différents. Ouais. Hein, et ça, c'est un truc parce que ça recourt à deux médiums et que il y a des. Alors, que l'auteur soit conscient ou pas conscient, qu'il accepte ça ou qu'il accepte pas ça, qu'il l'exploite délibérément ou pas, il est certain que le médium n'est pas forcément le message, comme disait Marc Huan, mais comme je dis, il conditionne le message. Et donc, on peut avoir une passivité par rapport à ça, mais on peut aussi en jouer, quoi. Et c'est pas forcé que la typographie cherche, parce qu'elle risque de tomber dans des trucs un peu nuls pour essayer de rendre l'accent, etc. Et en fait, ça complique plus à la lecture que ça ne suggère. Donc voilà, c'est ces deux textes, parce que c'est deux médias. Oui, j'ai vu justement Jean-Pierre Bovillot se pencher pour essayer de voir, Oui, je voulais voir. Oui. si... pour essayer de voir si... Attends, je réponds 2 secondes à si quelque chose. par écrit, il y avait des traces, des marques, qui justement donnaient des pistes. Et je me dis que dans le fond, que ce soit George Sand ou Balzac, ils ont essayé de rendre ça d'une certaine façon, certes très maladroite, mais enfin, ils avaient vraiment fait une tentative. Et je me demandais si on ne pouvait pas, par rapport à ça, faire ce qui se passe comme la notation en danse Oui, tout à pour fait. les ballets. Je pense qu'il y a une recherche peut-être à faire Ouais, de ce je côté-là. suis d'accord avec ça. Non, je voulais ajouter quelque chose parce que là, vous n'avez pas le texte sous les yeux et c'est encore plus compliqué qu'on le pense, cette affaire-là. C'est qu'il y a beaucoup de travail sur les homophonies. Tu vois. Alors, ce que je lis n'est pas vraiment ce qui est écrit, mais alors là, voulu. C'est-à-dire qu'il y a un autre sens qui est là. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y a 2 livres. Il y a celui qui est lu. Et moi, au démarrage, j'avais envie de l'enregistrer. Bon, pour des questions techniques, et puis on n'avait plus le temps, mais j'avais très envie de l'enregistrer parce que c'était 2 choses. Hein, c'était vraiment, il y avait un texte qu'on entendait et un livre qui raconte encore une autre histoire d'une certaine façon parce qu'il y a des tas de jeux de mots à l'intérieur par homophonie. Hein, donc là, il faudrait qu'on revienne, mais je voudrais que je vous montre. Il y a plein de jeux comme ça et des dispositifs assez simples dans la page qui renvoient vraiment à tout à fait autre chose que ce qu'on peut entendre. Parce que, voilà. Jean-Gabriel, tu voulais. Oui, j'allais dire qu'il y a... Vas-y. La quoi? Ah oui. Enfin, ah oui, non, mais ça, c'est très important, ta question. Parce que j'écris, et j'ai ce petit magnétophone qui est devant moi, là, et je réécoute. Et en fait, j'écris à l'oreille. Beaucoup plus, enfin, c'est depuis quelques années, j'écris beaucoup à l'oreille. Et je fais une chose assez marrante que j'ai découvert, c'est qu'avec ce petit appareil, je mets un casque. Et alors là, il y a une chose étonnante, j'ai l'impression que ma voix vient de l'intérieur. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît. Donc je hurle moins pour les voisins, c'est pratique. J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur. Et en même temps, d'une certaine façon, que ça me vient comme si ce n'était pas ma voix. C'est étrange comme situation. Je ne la reconnais pas vraiment comme mienne, mais en même temps, ça ressemble un peu à la mienne. Et ça m'est utile pour le texte, ouais, c'est vrai. Attends, je t'en prie, je vais te dire. Non, ça fait le lien un petit peu avec ce que j'allais dire. Le lecteur lui-même, enfin, ça sera très différent de la façon dont tu as lu, mais le lecteur,
je pense que si je t'avais pas entendu lire, si j'avais eu le livre comme ça, acheté dans une librairie ou pris dans une bibliothèque, en lisant, au bout d'un moment, j'aurais eu envie de le mettre en voix, soit de façon intérieure, soit carrément de le proférer. Et ça, c'est encore une autre possibilité. Le lecteur, ça sera une voix différente de l'auteur. Tout à l'heure, quand tu lisais la quatrième de couverture, tu disais comment on ne peut pas raconter un tableau, on ne peut pas écrire sur un tableau, il faut plonger dedans. C'est ce que tu disais. Et le lecteur, au bout d'un moment, quand il a ce livre en main, comme les textes aussi qu'a lu Jean-Pierre Bobillot tout à l'heure, si on les voit sur du papier, au bout d'un moment, on va essayer, parce qu'il y a un chant, réitéré, ou même s'ils sont que des sons, la voix du lecteur va rentrer, va plonger. Et ça ne sera pas la voix de l'auteur, mais il va y avoir une voix qui va arriver aussi. Ça peut être, dans le fond, la même chose qui se passe, je pense, en vous entendant, la même chose qui se passe au niveau de l'illustration des romans. Flaubert qui disait « Jamais moi vivant ne m'illustrera ». Parce que, justement, il était important que ce soit le lecteur qui se fasse sa propre image mentale. Tout à fait. Alors, dans le fond, est-ce qu'on n'est pas invité, en lisant ce genre de texte, à inventer, à entendre le son, à créer son propre son, dans le fond, son illustration sonore de ce qui se passe dans le livre Dans un petit essai que je prépare sur la lecture, c'est une des choses que je dis. Le texte en soi, enfin le livre, ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres possibilités. Moi j'ai plaisir par exemple à chanter, à créer des chansons en espagnol et à les chanter, et je ressens un plaisir immense à chanter accompagné de la guitare. Mais quand vous lisez un texte, c'est un lieu polyphonique aussi, le texte. Ça n'exclut pas qu'il y ait d'autres médias, mais le lecteur, Jean-Paul Michel, je l'ai cité, dans le texte, il y a déjà une invention du lecteur. Parce que le lecteur va se retrouver face à quelque chose qu'il connaît, tout aussi bien face à quelque chose qu'il ne connaît pas, et comme on parle d'aller reconnaître des fois des terrains inconnus. Que vous le lisiez silencieusement, que vous ayez au moment de la lecture envie de proférer un texte pour vous le mettre en bouche et le lire différemment, il va se passer quelque chose. Mais déjà dans la lecture silencieuse, il y a des tas de sons, il y a des tas de rythmes, il y a des tas d'images qui se bousculent, qui ne sont pas obligatoirement celles de peut-être voulues systématiquement par l'auteur. Ça peut se rencontrer, ça peut se disjoindre, mais il y a cette possibilité-là encore, quoi, voilà. Moi, je pense pas qu'il y ait une... Moi, c'est ma proposition, c'est la façon dont je lis les textes. J'ai déjà travaillé avec des comédiens, enfin, je pense à Mesguich, à Marcon, avec lequel il y a eu des lectures. Bon, moi, je ne donnais pas d'indication dans le sens où... moi, c'est ma façon de le lire, mais bon, il y a d'autres façons de le lire. C'est en ça qu'on est assez libre, effectivement, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à quasiment à une partition, hein, ça m'obsède. J'aimerais bien... mais alors, il faut savoir que quand on écrit, si on met plus bas, plus haut, ça se lit aussi. Hein, parce que tout ce qui est sur la page, il faut le lire. Donc, ça va devenir très compliqué. Mais ça m'intéresse beaucoup d'essayer de coller des indications. Je suis assez fasciné, enfin, je connais rien à la musique, mais sur les partitions, c'est assez fascinant. Je pense à Debussy, on voit
des choses, en plus c'est en français, donc c'est assez fascinant, oui. Ouais, j'aimerais bien travailler à mieux. Et comme il est aussi très compliqué de travailler plusieurs voix en même temps. Voilà, puisque ce que je dis toujours, le problème dans le texte, c'est que tout se succède. Hein, la polyphonie en poésie, c'est complexe. Hein, il faudrait le faire à plusieurs. Tu vois, j'ai entendu Dubost, je ne sais plus son prénom. Jean Pascal. Non, pas Patrick. Jean Pascal. Non, Patrick. Ah oui, et qui, c'était assez passionnant d'écouter parce qu'il y avait des systèmes préenregistrés. Et là, on arrivait à une forme de polyphonie. C'est-à-dire, on entendait bien les voix, en plus, c'était bien dégagé, parce que le problème, si on fait plusieurs voix, il faut quand même qu'on entende le texte, il faut qu'il y ait quand même, le son, que les sons puissent être repérés par l'oreille, ce qui est complexe pour l'oreille, puisque finalement, je ne sais pas si on est si fort que ça à distinguer, séparer des sons, tu vois. Évidemment, je peux dire quelque chose là-dessus, parce que je parlais de l'usage du magnétophone par Bernard Heidsieck. Ouais. Donc c'est lui qui, en 62-63, a effectivement commencé à construire des poèmes polyphoniques en utilisant 2 pistes du magnétophone. C'est des magnétophones qui étaient encore très grossiers, mais il utilisait les 2 pistes. Et il lisait en direct sur la scène, sa voix live était en concurrence avec la voix off, hein, si on peut dire comme ça. Il ajoutait des bruits, enfin tout le programme d'Apollinaire. Et parce que d'une certaine façon, il réalisait enfin le programme des poètes simultanéistes des années 10-20 qui avaient essayé ça, et notamment Henri Martin Barzin, grenoblois, qui, à partir de 1913, a commencé une immense épopée donc, qui était vraiment sous forme de partition, c'est-à-dire que ce n'était pas des pages qu'on tourne, mais c'était des partitions qui pouvaient s'exposer par exemple sur un mur, et on passait d'un rectangle à l'autre en suivant une horizontale, et il y avait des mots, des bouts de phrases, des onomatopées empilés à la verticale et qui étaient censés être dites en même temps. Hein, donc c'était véritablement le modèle. Pouvait être la partition musicale, et il y a des poèmes simultanés de Zara, etc. Parce qu'évidemment, il s'amusait à ça sur la scène du cabaret Voltaire et ailleurs. Et donc, j'ai parlé de la poésie phonétique, mais il y a aussi la poésie simultanée, qui sont des composantes de la poésie sonore, quoi, hein. Et c'est vrai que ça demandait le disque, et Apollinaire le dit, il reproche à Barzin d'avoir été timide par rapport au disque, et ça demandait... Le magnétophone a été l'instrument qui a permis ça, quoi. Et Dubost, en ce sens, continue tout à fait, ce type de travail. Et Barzin, est-ce que quand il lisait à plusieurs, ou alors il essayait de faire plusieurs voix? On a peu de certitude sur Barzin, parce que certainement il destinait son œuvre à la diction chorale, mais il ne l'a pas fait tant qu'il était en France, je crois. Par contre, ça a été fait par morceaux par une compagnie expérimentale à l'époque, qui était la compagnie de Autan et Lara. Hein, les parents du cinéaste Autan et Lara, qui avaient fondé un groupe, une compagnie qui s'appelait Art et Liberté, qui s'est ensuite appelée Art et Action, qui ont monté des pièces des futuristes, qui ont monté des pièces de tous les auteurs simultanéistes, donc Barzin et ses disciples de l'époque. Quant à Barzin, il s'est exilé aux États-Unis, et dans les années 20-30, il a créé des écoles de poésie chorale à New York. Et tout ça a un peu disparu, là encore, dans l'histoire de la poésie des 2 côtés de l'Atlantique. Mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant, quoi, hein. Et donc c'est une histoire à trous, parce que, évidemment, toutes ces initiatives
ont tourné court un peu. Et puis il y a eu le surréalisme avec André Breton qui se méfiait absolument de tout ça, considérait comme des fantaisies inutiles et débiles. Ce qui fait qu'il a fallu attendre, après la Seconde Guerre mondiale, les lettristes, puis le magnétophone, Dufresne, Heidsieck, etc., pour relancer le mouvement et d'une certaine façon accoucher ce qui était en germe ou un peu plus dans les années 10-20. Et d'une certaine façon, on en est toujours là, mais bon, il y a d'autres choses qui sont arrivées, le numérique, tout ça. Mais c'est la suite, quoi. Merci. Merci. Moi, j'en parle, ouais. Oui, j'ai fait un notice assez détaillé. C'est vraiment passionnant, ça. Alors, merci à tous d'être venus, d'avoir eu le courage de tenir si tard. Pour les courageux, nos amis, enfin, Jean-Pierre Baudouin et Gabriel. Jean-Gabriel Chêne. Je m'appelle Chêne en fait. Jean-Gabriel Chêne. seront là demain à 10h à la médiathèque de Beaumont-Jaillou. Donc vous pouvez venir, c'est gratuit. Il y aura, j'espère, un peu plus de monde parce qu'on sera en pleine ouverture au public. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir tenu aussi longtemps parce que c'est assez sportif, on va dire. Voilà. Merci à tous. Merci.